Je vous souhaite la bienvenue à la découverte des horloges Lognonnet dans l'archevêché de Rennes, à travers un témoignage de la baie du Mont-Saint-Michel, une présentation qui prend forme dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art. Alors nous allons nous retrouver ensemble dans une baie millénaire qui a une histoire spirituelle exceptionnelle, mais également un rôle de trait d'union à la croisée de l'art, de la science et de la technique. Je vous propose de revenir sur l'histoire des horloges Lognonnet et en particulier vous faire part de l'origine qui s'y rattache dans la baie du Mont-Saint-Michel. Il s'agit d'une origine qui remonte à la limite du 19e et 20e siècle. Issu d'une famille de bijoutiers horlogers établis de longue date dans la baie du Mont-Saint-Michel, Léon Lognonnet, que vous pouvez voir ici en photo entouré de sa famille, a conçu de nombreuses horloges. Et nous allons marcher sur les traces, notamment d'un certain nombre de ses réalisations dans la baie du Mont-Saint-Michel. Quelques mots sur sa vie civile. Il a été marié à Émilienne Gallerand et fortement stimulé par un environnement familial multi-entrepreneur, puisque c'est son frère, Théophile Lognonnet, qui reconvertira des micro-techniques d'horlogerie pour fonder les industries Probiomère, toujours dans la baie du Mont-Saint-Michel. Ce qui rassemble les horlogers dans cette quête infinie de précision et cet aspect intangible de la mesure du temps, c'est une forte dimension philosophique, une grande capacité de réflexion sur la vie, sur la société. Et cette présentation est une invitation à retrouver le témoignage que représente l'horloge Lognonnet dans le mobilier de l'église paroissiale Saint-Louis, située sur la commune d'Irel, dans la baie du Mont-Saint-Michel. Et cette horloge est inscrite à l'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne. Alors, pour la concevoir, elle a été, comme vous le voyez ici sur cette photo d'archive, fabriquée avec un certain nombre de matériaux nobles. Léon Lognonnet a notamment utilisé les techniques suivantes: du bois, mouluré, peint, incrusté, avec un plaquage, du nacre, poli, laiton, doré, du fer, laminé. On le voit ici sur la photo aussi sous forme d'émail, et également du fer percé. Ce qui donne à cette composition finale que vous voyez ici en photo un ensemble tout à fait intéressant et de grande valeur pour le mobilier de cette église paroissiale Saint-Louis, initialement située dans une paroisse qui s'appelait Vildé-la-Marine. Et je vous propose de revenir quelques instants sur l'histoire de cette paroisse mentionnée au XIVe siècle. Son église a été démolie en 1793. On peut penser à un épisode de la Révolution et en particulier de la Terreur. Et l'édifice actuel a été reconstruit par un architecte, Jean-Gabriel Frangeul, en 1855 et en 1870 pour la partie qui concerne le clocher-porche, qui apparaît ici en photo. Alors, cette église paroissiale Saint-Louis, dans la paroisse Vildé-la-Marine, qui fait maintenant partie de la commune d'Irel, a aussi toute une histoire dans la baie du Mont-Saint-Michel. Et je voudrais vous rappeler qu'Irel vient d'un mot breton qui signifie long sillon. Irel est cité pour la première fois dans une enquête de 1180 ordonnée par Henri Plantagenet. Et c'était une paroisse qui dépendait jadis de l'ancien évêché de Dole.
Et cette petite paroisse, Vildé-la-Marine, a été quelque chose qui a véritablement un sens dans l'espace Transmanche, une possession des Templiers de la Guerche. Vous savez que les îles anglo-normandes, Jersey et Guernesey, ont été aussi un lieu extrêmement important pour permettre aux chevaliers des croisades de transmettre leur patrimoine. Et Vildé n'était qu'à la fin du XIIe siècle un simple village de la paroisse de Saint-Benoît-des-Ondes qui appartenait alors à l'abbaye du Mont-Saint-Michel, avant de passer entre les mains d'une commanderie templière, cette commanderie du Temple de la Guerche. Alors, ici, quelques images d'archives de la commune d'Irène, dans le département d'Ille-et-Vilaine. Vous dire que cette commune, au fil du temps, est restée fondamentalement ouverte sur le Marais et la baie du Mont-Saint-Michel, dont la Grève constitue un lieu idéal, encore aujourd'hui, de pratique de sport à la voile. Et cette paroisse de Vildé-la-Marine, qui dépendait jadis de l'évêché de Dole de Bretagne, est demeurée indépendante jusqu'en 1793, date de son rattachement à la commune d'Irel. Elle retrouvera plus tard une indépendance en 1849, suite à la reconstruction de son église, et on la trouve mentionnée sur différentes appellations, Villa Dei de Marina, Ville de, Ville de Lay, Ville d'Où, peut-être en gallo, et la ville de la Marine. Alors ici apparaît l'ancienne église, Notre-Dame de la Visitation, en 1855. Et ce site remarquable est construit sur un banc de sable coquille. Et la digue de la Duchesse Anne a été justement créée pour protéger des assauts de la mer lors des grandes marées. En particulier, on pense aux grandes marées d'équinoxe. Vildé-la-Marine a été érigée en commune au moment de la Révolution, 1789, et rattachée à Irel en 1794 par un décret du citoyen le Carpentier. Alors, ce territoire dans la baie du Mont-Saint-Michel a eu aussi de nombreux moulins, très importants pour permettre à la fois aux marins, mais aussi aux militaires de se repérer. Et l'un des témoignages encore visibles aujourd'hui dans le mobilier de l'église paroissiale Saint-Louis à Irel, en baie du Mont-Saint-Michel, c'est une horloge lognonnée. Alors, je vous propose de nous plonger dans le décor de cette église paroissiale pour bien en comprendre sa symbolique et sa composition. D'abord, elle est le fruit d'une reconstruction au milieu du XIXe siècle. L'architecte malouin Jean-Gabriel Frangeul reconstruit l'église Saint-Louis démolie en 1793. Le mobilier très simple, dont on peut souligner l'homogénéité, le fruit de deux campagnes principales. D'abord, cette œuvre, cette entreprise est le fruit d'un remarquable engagement d'artisans locaux qui vont s'impliquer dans cette reconstruction. Pendant la première période, vers 1850, apparaissent les hôtels secondaires de style néoclassique qui sont des œuvres d'artisans locaux et la très belle chaire dont les panneaux galbés sont recouverts d'un plaquage d'orme dont l'architecte Frangeul fournit probablement le dessin à deux menuisiers du pays qui vont travailler sous la direction du recteur pour superviser, qui va superviser les travaux. L'ensemble des bancs de chêne, qui est réalisé peu après, est encore conservé, de même qu'une partie de la clôture du sanctuaire qui reprend à presque 50 ans d'intervalle le dessin de celle de Saint-Étienne de Rennes, érigée en 1819. Ce qu'on distingue dans la composition qui apparaît ici en photo, c'est un style néo-renaissance. Vers 1890, et c'est la deuxième phase des travaux, alors qu'il dirige la restauration des hôtels, l'architecte diocésain Arthur Regnault
fidèle à son habitude de conserver et de mettre en valeur le mobilier en place, donne au sculpteur Pierre Aubert de Romillet le dessin de retables latéraux dans un style néo-renaissance. Et dans le même temps, Aubert construit le panneau supérieur du retable du maître-autel. Et c'est donc de sa main que l'on peut voir dans le second niveau et dans le décor des parties basses, dont la chute de fleurs vigoureuses s'oppose au reste de la sculpture de l'autel et du tabernacle plus plate et maladroite. Dans les niches des retables sont disposées des statues saint-sulpiciennes sorties de l'atelier de Ralph, dont se distingue celle de Notre-Dame des Victoires, particulièrement remise à l'honneur à cette table. En 1900, un ensemble de verrières décoratives est mis en place par le maître verrier angevin Jean Clemont. Alors, un élément extrêmement important, c'est une référence à Saint-Louis et à l'ordre de Saint-Michel, puisque face à l'entrée sud, une statue en bois de Saint-Louis, de bonne facture, est traitée dans l'esprit du XVIIe siècle. En portant une couronne d'épines, la main de justice est également un manteau semé de fleurs de lys. Et la présence à son cou du collier de l'ordre de Saint-Michel, qui a été rétabli en 1815 jusqu'à 1830, pourrait consolider l'hypothèse de datation vers 1820. Alors, toutes ces références ont bien entendu une symbolique très forte et les horloges Lognonnet étaient extrêmement attachées à l'histoire, au passé, à la cohérence également faite dans un ensemble culturel et géographique qui est la baie du Mont-Saint-Michel, qui a, à travers l'archange Michel, un message spirituel à partager au monde, à travers non seulement les pèlerins, les visiteurs de passage dans la baie, mais peut-être plus largement à des civilisations qui ont eu des échanges extrêmement riches avec le Mont-Saint-Michel au carrefour de deux régions, la Bretagne et la Normandie. Et puis, vous rappelez aussi que dans finalement les religions, les trois religions du livre, religion juive, chrétienne et musulmane, les archanges sont plus que des anges, ils annoncent les plus grands mystères. Et cette baie du Mont-Saint-Michel, qui est un espace mouvant d'eau et de grève, dont la consistance et la perception évoluent au gré des marées, contribue à la magie des lieux. Et l'archange Michel, qui est présent dans les trois religions du livre, y compris dans le Coran, a bien entendu un esprit et une signification extrêmement forte pour les questionnements philosophiques auxquels sont si attachés les artisans de la pratique horlogère. Un message fort qui est aussi véhiculé à travers la baie du Mont-Saint-Michel, c'est un message de tolérance. Et l'idée de faire rayonner dans cette baie un espace de paix, un espace de prospérité, en favorisant les échanges et l'innovation. Et la partie normande du Mont-Saint-Michel l'exprime de manière extrêmement forte à travers cette civilisation normande qui a rayonné dans l'espace méditerranéen, en Sicile, bien entendu, où Roger II avait établi une plateforme exceptionnelle d'innovation et de dialogue avec de nombreuses cités-États et civilisations du pourtour méditerranéen. Ce qui m'amène en conclusion à signaler combien cette baie du Mont-Saint-Michel est une 8e merveille du monde à partager et que de nombreuses richesses l'entourent et que un certain nombre de joyaux, de mobilier qu'il est possible de retrouver dans les églises, dans un certain nombre d'éléments du patrimoine qui entourent la baie,
nous rappelle combien cette baie inscrite depuis 1979 au patrimoine mondial de l'humanité est aussi une véritable prouesse artistique et technique, et que cet îlot rocheux au milieu des grèves immenses, soumises au va-et-vient de puissantes marées, a un message extrêmement stimulant et plein d'espoir à partager. Et je vous invite à marcher et retrouver cette merveille de l'Occident et à vous rendre, bien entendu, à l'abbaye bénédictine dédiée à l'Archange Saint-Michel et au village qui est né à l'abri de ses murailles. Retrouvez aussi le chemin de la lumière parce que Ille-et-Vilaine a été aussi une terre d'innovation grâce à la venue des Frères Lumière à Dinard. Et ils se sont intéressés à énormément d'innovations techniques et industrielles qu'ils pouvaient faire germer dans toute la France. Et je voudrais vous rappeler à travers cette photo, et notamment ce moulin qui apparaît, que les Frères Lumière s'étaient portés acquéreurs et avaient rénové un moulin lors de leurs différentes expériences photographiques parce qu'ils s'étaient intéressés à la production d'une fécule de pommes de terre nécessaire à l'émulsion photographique. Et il est certainement possible de retrouver dans la baie du Mont-Saint-Michel de nombreux témoignages de synergie croisée entre ce patrimoine spirituel, l'esprit de ces artisans, la créativité de ces inventeurs et le tissu économique et industriel qui a été aussi si riche autour de la transformation alimentaire, des filières du territoire entre terre et mer, et sans oublier l'agroalimentaire en particulier. Je vous remercie pour votre attention et vous encourage à suivre l'actualité de visites de terrain qui seront organisées pour marcher sur les pas des horloges L'Ognonnet dans la baie du Mont-Saint-Michel et retrouver également l'importance des références historiques qui sont aussi associées aux nombreuses traces de ces horloges dans un certain nombre de lieux emblématiques de la baie du Mont-Saint-Michel. Merci à tous et je vous encourage également à venir découvrir le mobilier de l'église paroissiale Saint-Louis sur la commune d'Irel dans la baie du Mont-Saint-Michel. Merci à vous.